شكرا جزيلا. بما أني تقدمت في العقد السادس من العمر فأتخيل بأنك بما قلت واعد أني سأعيش إن شاء الله 200 سنة حتى تحقق بعض الأشياء. على كل حال كثير من النقاط التي وردت هي إما أشياء ماضية لم يعد جاري بها العمل حاليا، وإما هي توقعات إن شاء الله في القرن القادم أو الذي بعده. الموضوع الذي اقترحه الأخوة، أنا اعتقدت بأن الندوة انتهت لأنهم شغلوني بموضوع آخر مع التلفزيون، واعتقدت بأن الندوة اكتملت، ولكن عندما انهيت قالوا لي بأن الدكتور حمداتي دخل في تفصيل موضوعه، باعتقادي بأن أغلب الأشياء التي كنت سأتطرق إليها ربما تطرق إليها الدكتور حمداتي مع العينين أو الدكتور سعد الدين العثماني، ولكن ربما أولا هذا يساعدني كثيرا لأني لست مختصا في الموضوع. طلب مني أن أقدم الموضوع باللغة الفرنسية، إذا سأقدمه. Donc en fait je pensais que le sujet a été déjà suffisamment abordé et même probablement on est passé au panel suivant, à la table ronde suivante, puisque on m'a finalement envoyé dans une autre mission avec une télévision. Mais quand je suis revenu, je me suis rendu compte qu'on était encore en train de mener cette table ronde. Mais je suppose que l'essentiel des éléments que je voulais soulever, au fait, ont été évoqués par le professeur ici présent, Hamdati Mal'ainin, et le professeur Saad Din Othmani. En tout état de cause, je dois confesser, même si c'est évident, que je ne suis pas spécialiste du domaine. Et donc, en général, dans ce type de colloque, je préfère toujours évidemment me concentrer sur ce que je sais faire et donc écouter et peut-être poser des questions. Docteur Naama et docteur évidemment et Kastalani ont beaucoup insisté pour essayer de diversifier cette table ronde inaugurale ou d'ouverture pour qu'évidemment on s'ouvre aux autres chercheurs qui peut-être ne sont pas familiers à la langue, avec la langue arabe. Par conséquent, donc, je m'étais proposé simplement de poser des questions. Évidemment, c'est une tentative. Je suis, un de mes professeurs avait l'habitude de dire, pour parler de l'interdisciplinarité, de dire, j'ai cette passion puisque j'ai été élevé dans des disciplines, mais je suis par nature indiscipliné. Donc, c'est cet élément d'interdisciplinarité permet toujours à des indisciplinés comme moi de s'immiscer à des choses qui ne les concernent pas. C'était d'ailleurs une fameuse définition de Sartre. J'aime pas beaucoup Sartre, mais bon, la phrase appartient à César. Donc il disait ma préoccupation centrale, c'était de m'occuper des choses qui ne me regardent pas. Donc c'est un peu ce que je fais ici aujourd'hui, en posant simplement des questions aux chercheurs qui sont effectivement ceux qui sont légitimes pour parler de ces questions. Alors, j'observe évidemment, je pars de deux observations, j'observe dans différents écrits, dans différentes études, et l'impression, pour ne pas dire l'idée, c'est davantage affirmé dans mon esprit lorsque nous avons commencé à préparer ce colloque et donc lorsque nous avons reçu un certain nombre de papiers, de propositions de papiers, de documents de recherche, etc. sur deux aspects. Le premier, c'est qu'il y a une tendance depuis une vingtaine, trentaine d'années de remettre en cause le cadre théorique dans lequel ces types de projets, ces types d'expériences, et nommément d'ailleurs chez certains auteurs, nommément l'expérience et le projet de Cheikh Mal'ainin dans cette région, sont désormais abordés comme ne pouvant plus être, comment dire, examinés par les outils traditionnels de la sociologie, de l'anthropologie, etc. Et en particulier sur ce que certains appellent la démarche weberienne et post-weberienne, de se concentrer sur l'élément socio-économique et voir dans l'ensemble de ces projets une espèce de ciment socio-économique qui pourrait expliquer en quelque sorte non seulement les origines mais également les retombées et l'expansion. Le deuxième élément, c'est probablement le rapport qu'entretiennent les manuels scolaires arabes en général et peut-être au-delà du monde arabe aux figures de cette région et à la figure de Cheikh Mal'ainin, une chercheuse du nom de Julie Blalack, récemment dans un article, elle est de l'Université de Londres spécialisée de littérature maghrébine, et elle a publié quelques articles sur Cheikh Mal'ainin et elle fait la remarque que, elle dit, il est largement reconnu comme figure emblématique du point de vue de sa stature politique de résistant à l'occupation et à l'expansion coloniale, etc., mais également comme auteur prolifique.
Et elle cite évidemment les chiffres qu'on vient d'entendre sur le nombre de ses écrits et ouvrages, ceux qui ont déjà été publiés, et là c'est perdu, en tout cas les chercheurs sont encore en train d'essayer de les publier, ou déjà de les retrouver, puis probablement de les publier. Et elle observe que de tout un tas de points de vue, selon elle, non seulement il s'inscrit dans la littérature maghrébine, mais il devait s'inscrire dans les manuels scolaires arabes. Et donc, elle explique le fait qu'il est souvent abordé essentiellement au travers de l'angle réformiste, politique, socio-économique, etc. Et non pas aussi, et entre autres, en tant qu'auteur qui devait être inscrit dans les auteurs de la Narda, donc de ce qui souvent est appelé la Renaissance arabe, et donc dans l'ensemble des manuels scolaires qui relatent et exposent les écrits, les idées, mais également les projets de ces auteurs, tels que Avrani, Abdou, et avant Khaireddin Tounsi, etc. Elle observe que finalement, c'est dû, selon elle, à ce qu'elle appelle la provincialisation ou la périphérisation des auteurs maghrébins en général. Alors, bien sûr, on peut voir ça de cette manière. Il y a, bien sûr, elle l'a dit, mais ça a été dit avant elle, je ne sais pas combien de fois, sur la question de la marginalisation dans les manuels scolaires arabes de la littérature maghrébine et des figures centrales, en particulier du 19e, début du 20e siècle. Mais il y a des éléments qui portent sur le fait que probablement la figure soufie, la figure politique, la figure de résistant, en quelque sorte engloutie ou phagocytée d'autres aspects, en particulier l'aspect d'auteur en général, et donc en particulier l'aspect d'essayiste, l'aspect de penseur, mais il y a l'autre aspect également, c'est-à-dire de figure littéraire qui, lui, évidemment, quoique ces textes sont largement connus parmi les spécialistes, les intéressés, mais généralement ne sont pas connus au-delà, en tout cas dans les manuels scolaires et parmi le public général de la littérature, intéressé à la littérature à la fois levantine, moyen-orientale et maghrébine. Alors le deuxième élément, c'est la question donc que j'ai évoqué un peu, cette histoire de cadre théorique. Et cette histoire de cadre théorique, au fond, elle ne s'applique pas que à Cheikh Mal-Aini. Il y a un certain nombre, et on le voit au travers même des angles qui sont encore mobilisés pour étudier les sociétés de la région. Alors, pêle-mêle, j'évoquerai quelques concepts qui sont encore très en vogue et qui, à mon avis, probablement, et je soumets ça évidemment aux soins et à l'autorité des chercheurs ici présents, à savoir qu'évidemment, on est encore, pour une raison que j'évoquerai après, mais qui est archi connue parmi les chercheurs, à savoir qu'on est encore en train de parler de sociétés segmentaires, on est en train de parler des figures religieuses qui s'inscrivent dans une démarche sociale, on est en train souvent également de parler des sociétés dont l'anthropologie relève du local, etc. Et donc, c'est-à-dire des sociétés encore dites cloisonnées. Or, dans tout ce qu'on vient d'entendre, mais également dans ce que probablement ce que sûrement nous allons entendre dans vos documents et dans vos papiers de recherche, il y a assez largement un faisceau d'indices, pour parler comme les juristes, sur le fait que, du moins dans le cadre de ce projet, ce type de proposition n'est pas pertinent, en tout cas nécessite une véritable légitimation. Alors, évidemment, un certain nombre de chercheurs, que certains d'entre vous, par exemple, Roland en France et en Belgique, quelqu'un comme Blalack que j'ai évoqué tout à l'heure, et sont ceux qui sont finalement le plus acharnés à remettre en cause la démarche weberienne pour examiner ce projet. J'ai vu au travers des papiers soumis que finalement, y compris en langue arabe, ce type de remise en cause des concepts importés, en tout cas des concepts qui ne sont pas nécessairement et suffisamment adaptés au contexte local, est désormais pris en compte. Alors la question globale est évidemment une question archi-centrale dans tout ce qui peut être mobilisé dans les sciences sociales relativement à ce type de projet, c'est à savoir que ce sont des concepts qui ont émergé dans un autre contexte, essentiellement celui de l'Europe occidentale et de l'Amérique du Nord, mais particulièrement de l'Europe occidentale, et pour le cas d'espèces particulièrement en Espagne et en France, et qui ont été plaqués. Alors, évidemment, on entend et malheureusement je le vois souvent dans les papiers, de présenter comme étant quelque chose d'évident, d'automatique, alors que ça nécessite probablement d'être mis en cause. Alors certains papiers évidemment le remettent en cause, à savoir l'opposition traditionnelle
repris chez beaucoup de sociologues à partir de Durkheim, de l'opposition entre société mécanique et société organique, ou société à solidarité organique et société à solidarité mécanique. C'est largement remis en cause déjà dans les contextes académiques d'origine, et évidemment, probablement, de ce qu'on a pu entendre sur le fait que la démarche de Cheikh Mal'in a été une démarche largement de décloisonnement. On a entendu 2-3 exemples que j'évoquerai très rapidement. Décloisonnement en termes de confréries soufis. Donc il y a quelque chose ici qui relève d'aller au-delà de l'appartenance de telle ou telle confrérie. Et le deuxième élément que M. Ousmani évoquait à l'instant, c'est l'intérêt donc pour cette question de rénovation juridique et jurisprudentielle. Alors, la dernière, pour ne pas invoquer la première avant, la dernière est celle en réalité qui permet largement d'inscrire Cheikh Mal'in dans le mouvement réformiste. En réalité, comme vous savez, Khaireddin, dont on a mentionné le nom, il est l'aîné des 10 ans de Cheikh Mal'in. Khaireddin est né en 1820, Cheikh Mal'in 1830-1831. Cheikh Mal'in lui-même est l'aîné de 10 ans ou de 8 ans de Al-Afghani, de Jamaldin Al-Afghani, lequel est l'aîné de 10 ans de Mohamed Abdou. Non seulement cela, mais vous savez, au travers de la Rihla al-Hijaziyya, donc du voyage mécois de Cheikh Mal'in, dans lequel il relate, et donc ça a un double intérêt, c'est l'expérience elle-même en tant que telle, et la façon dont il relate par écrit cette expérience. On sait très bien que les Rihla al-Hijaziyya, c'est un genre en soi. Au sein de la littérature arabe, il y a le adab al-Rihla, donc la littérature de voyage, le carnet de voyage, qui est un genre spécifique. Et à l'intérieur de ce genre, il y a un sous-genre qui a pris toute son autonomie, qui est donc le genre des voyages mécois. Et dans cette Rihla al-Hijaziyya, ce qu'on remarque, c'est une façon de se détacher de ce genre particulier, où là, nous avons une autre manière d'aborder qui n'est plus simplement concentrée sur l'élément religieux confessionnel, c'est-à-dire tout ce qui pourrait expliquer la démarche, du pèlerinage en tant que tel, mais il y a parallèlement à cela, il y a cela bien sûr, mais il y a parallèlement à cela la question de relater les rénovations, les changements observés, et en particulier dans les grands centres urbains qui séparent son lieu d'origine et la Mecque. À l'aller au retour, il restera, comme vous le savez, quelques 8 mois, 10 mois en Égypte, marqué, on le sait aujourd'hui par le biais des correspondances, par des échanges avec des figures centrales de l'Égypte et du Hejaz de l'époque. Alors cet élément permet d'abord, probablement, de se demander, de se poser la question, quel type d'échange a-t-il avec les figures du réformisme? Une autre figure de la région qui était à l'époque, ou en tout cas qui viendra quelques années plus tard, dans ces endroits, c'est Mohamed Mahmoud ibn Tlamid, que les orientaux ou les moyen-orientaux appellent les Torkozi généralement, et donc qui également a évolué dans ces endroits et qui, lui, on le sait, documenté de mille façons, avait des liens avec l'ensemble des figures, en tout cas une bonne partie des figures emblématiques de la Nahda, donc du mouvement réformiste, et on ne peut que se demander sur les liens qui pouvaient effectivement mener de Cheikh Mal'in à des gens comme Abdou el-Afghani, d'autant plus qu'on sait qu'Abdou, c'est celui, je ne sais pas si ça a été mentionné tout à l'heure ou pas, c'est celui qui a demandé à Torkozi de s'intéresser au Muwafaqat de Shatibi, donc au fameux livre de jurisprudence de Shatibi. Plus généralement que cela, les éléments que nous venons d'écouter inscrivent largement Cheikh Mal'in dans le cadre global du paradigme du réformisme de cette époque-là, et en particulier cette question de dire si le monde musulman, en tout cas si cette partie du monde musulman est frappée par le sceau de ce qu'eux estiment comme étant une faiblesse et une incapacité à faire face aux grandes puissances européennes émergentes, question posée par les Ottomans depuis le XVIIe siècle, et en général les historiens disent depuis la bataille de Karlowitz, où les Ottomans ont pris conscience que petit à petit les puissances européennes sont désormais difficiles à abattre, voire même sont difficilement résistibles par un empire ottoman qui se voyait comme étant absolument un empire imbattable. Et voici que désormais, bataille après bataille, pas toujours, mais quasiment de façon contenue, les Européens sont en train de gagner la bataille. Et petit à petit, d'autres provinces de l'Empire ottoman, et puis au-delà de l'Empire ottoman, ici au Maghreb extrême, d'ailleurs c'est comme ça que Cheikh Mal'in se définit comme étant quelqu'un qui vient de l'extrême du Maghreb extrême, très important comme définition au moment où il relatait donc les échanges qu'il a eus, ils viennent du Maghreb, de l'extrême du Maghreb extrême, au moment où il parle avec ses interlocuteurs, leur expliquant les différences de point de vue qu'il peut avoir vu la différence d'ancrage géographique, historique, social, etc., etc. Et là, on retrouve quelque chose qui est effectivement assez, à mon avis, assez pertinent, à savoir que pour eux tous, cette incapacité, cette déviation, elle s'explique d'abord pour eux
de la manière suivante. Le musulman, dans les premières générations, était fidèle à leurs sources, mais il y a eu des siècles où finalement les interprétations ont remplacé l'interprété. L'interprétant, le texte interprétant a remplacé le texte interprété. Et donc cette accumulation, selon eux, de déviation, c'est cette accumulation d'interprétation, donc de tafri' al-furu', l'expression remonte en réalité à Ibn Rushd, à Averroès, à la fin de son fameux ouvrage sur le Mustasfad al-Ghazali, le petit texte qui s'appelle Ad-Daruri fi Usul al-Fiqh, du moins c'est le titre qu'on lui donne maintenant. 3 minutes, 2 minutes, 7 même peut-être. Ok, 5. Et donc, cette expression, à savoir donc que les furu' ont pris la place des usul, la critique qu'il fait aux fuqaha, disons, les mujtahidons sont ceux qui prennent les textes et qui en dérivent, qui en font des furu' en fonction de chaque contexte. Mais nous avons déjà chez nous, à notre époque, c'est ce qu'il dit, et donc un terme qui est très différent du premier terme qu'il avait utilisé pour dire al-faqih ou al-mujtahid. À la fin de Ad-Daruri fi Usul al-Fiqh, il nous dit nous avons les mujtahidines, nous avons les muqallidines, mais à notre époque il y a une catégorie entre les deux, il va falloir examiner si elle appartient au premier ou au second. Et puis il finit par dire, en réalité, elle appartient au second, le muqallidi, mais c'est comme le cordonnier qui dispose des paires de chaussures et à qui quelqu'un qui se propose, pour qui il n'a pas de modèle, il lui dit, bah, finalement, on va te forcer d'adopter des paires de chaussures qui ne sont pas adoptées à ta taille ou qui ne sont pas convenables pour ta taille, etc. etc. Exemple éminemment fameux chez les fuqaha. Alors là, ici, on retrouve Cheikh Malari exactement dans cette démarche pour dire le retour aux sources est la meilleure manière d'aller vers le fin. Le retour aux sources, c'est-à-dire aller au-delà des interprétations accumulées, aller au-delà, en quelque sorte, de cette histoire, si vous voulez, qui n'est pas à confondre avec les textes originaux, qui n'est pas à confondre avec la révélation. Et en réalité, l'ensemble, un des éléments communs, donc c'est très révélateur de l'histoire des muwafaqat, puisque tous ces gens se sont intéressés aux muwafaqat comme étant une interprétation, comme disent les juristes, juste naturaliste de la loi. C'est-à-dire, au-delà de, vous savez, Usul al-Fiqh s'intéresse, Usul al-Fiqh dans sa version originale, dans sa façon comme la Risala de Shafi'i, etc., s'intéresse d'abord et surtout à la question de la philologie, les modes d'interprétation linguistique des textes. Et on sait très bien que les muwafaqat vont au-delà pour dire il n'y a pas que les interprétations strictement philologiques et l'ensemble des possibilités philologiques ou linguistiques, mais il y a également les occurrences, ce que le Shatibi dans les muwafaqat appelle le caractère apodictique, Burhani, le caractère apodictique des textes qui pourrait permettre d'inférer en quelque sorte des règles générales. Donc du coup, comme tous les qawa'id que vous connaissez évidemment, on inscrit ici dans des règles extrêmement schématiques. Et d'ailleurs, certains chercheurs modernes ont tenté de comparer ces textes archétypiques, pour utiliser ce terme, ou paradigmatiques, pour utiliser un autre concept, les comparer avec ce qu'un théoricien du droit moderne, Kelsen, dans sa théorie générale du droit, appelle un allemand Grundnorm, en anglais généralement on traduit par basic norms, c'est-à-dire en quelque sorte ce sont, qu'il désigne ainsi, ce sont des concepts épistémo-normatifs, ce sont des concepts qui vont au-delà des questions simplement des conventions juridiques, c'est-à-dire qui atteignent la question de l'épistémologie, de l'épistémé, de la question de la déduction, si vous voulez, normative, éminemment posée non seulement dans la théorie du droit, mais posée de façon beaucoup plus générale en épistémologie et en théorie de la connaissance par rapport à d'où viennent les normes. Okay, le premier examen chez les usul fiqh, c'est faslun fil hukm, donc c'est le premier généralement élément discuté par les usuliyin sur d'où vient la norme, est-ce qu'elle est uniquement révélée ou est-ce qu'elle peut venir de sources naturelles. Donc les débats fameux en droit sur le juste naturalisme, et on le retrouve ici sur l'Afghani Abdou. Pour conclure ici, nous avons deux éléments probablement à soumettre aux soins des chercheurs. Le premier, en tout cas à soumettre de mon point de vue bien sûr, à soumettre aux chercheurs. Le premier, c'est la question du rapport aux chercheurs, aux réformistes tels que l'Afghani, Abdou, etc., tels que Tahtawi bien avant eux, mais également tels que des gens qu'on connaît de façon plus proche, comme Tahir ibn Ashur, qui également se sont intéressés aux muwafaqat de Shatibi. Le deuxième élément, et je m'arrêterai là, c'est évidemment la question des modes théoriques. Alors dans cette démarche de décloisonnement, il me semble très important de revenir à cette théorie d'Ibn Khaldoun, qui est donc le fameux faslun fi anna al-arab la yahsul lahum al-mulku illa bi shay'in min ad-din aw min al-walayati aw min ad-din ala al-jumlati shay'un min an-nubuwati aw al-walayati aw min ad-din ala al-jumlati.
Et donc, cette question de dire que fondamentalement, dans des sociétés marquées par l'appartenance tribale, donc les cloisonnements millénaires qui généralement non seulement des ciments et donc des narratifs, donc des ouvertures à l'intérieur du groupe, ils sont également des clôtures. Et donc des clôtures quasi infranchissables, puisque précisément nous sommes dans une démarche de survie, dans des étendues territoriaux énormes, où l'élément central pour le groupe, pour se protéger, c'est évidemment d'avoir un narratif de clôture. Et donc comment, en quelque sorte, déclôturer, comment, en quelque sorte, décloisonner. Et il me semble qu'ici, dans tout ce qu'on vient d'entendre et ce que nous entendrons, il y a ces décloisonnements comme principe, à l'échelle soufie, à l'échelle des tribus, à l'échelle de Mu'tamar al-Irkab, ou ce que dans la tradition locale, ils appellent, on appelle de façon plus générale, et certains vont en parler, évidemment, ce sont les spécialistes et pas moi, Ghazil al-Irkab, donc en 1907. Et donc on voit une démarche qui fait appel, nous avons vu la démarche soufie qui s'ouvre aux autres confréries soufis, là nous avons une démarche qui fait appel à l'ensemble des tribus face à l'expansion coloniale. Et en dernier lieu, puisque Cheikh Malani, comme les figures telles qu'Abdullah Afghani, au fond ils sont mobilisés par les mêmes éléments. C'est la prise en compte de qui est l'élément de la Nahda et qui est l'élément fondamental de la question ottomane sur que faire face à une expansion coloniale qui semble être irrésistible. Donc c'est comment qui semble être irrésistible. C'est que faire face à une expansion coloniale en quelque sorte inextinguible. Et au fond, la réponse était comment sortir du narratif local pour un narratif plus général. Shukran.